quand il s'agira de faire des challenges ou de faire des votes, bah, ils vont pas te soutenir en fait. C'est des gens qui sont là pour vendre une mauvaise image de toi. À un moment, parce que moi en fait, c'était aller même au-delà des réseaux sociaux, même dans mon quartier, il y avait carrément des fans clubs d'autres Miss dans mon quartier là-bas. Et quand on me voyait passer, ça clash, on me traitait carrément de voleuse. Carrément. Wow. À un moment, je n'osais plus sortir en fait. J'ai même failli quitter, non, mais je me dis, ok, je vais jusqu'à la fin de la compétition, bah, je vais quitter ce quartier pour le moment. Bienvenue à tous dans On se dit tout, le podcast où nous explorons les parcours de vie inspirants de nos invités, uniques aussi, hein, je le dirais bien. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, l'albinisme. Pour cela, nous recevons la belle, la charmante, l'époustouflante, l'intelligente. Bon, je ne cesserai avec les adjectifs. La deuxième dauphine Miss Guinée 2023, Diomo. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Tu peux me tutoyer. Hein. Je suis sa tata. Tu peux m'appeler aussi tata, il n'y a pas de souci. Tu vois, non, c'est comme ça que ça se passe. Bienvenue. Merci. Alors, je parlais tantôt d'un parcours inspirant. Partage-nous ton parcours. Parle-nous de Diomo. C'est pas toujours aisé de parler de soi. Hein. Je sais. C'est beaucoup mieux quand c'est les autres qui le font. C'est vrai. Mais je vais quand même essayer. Voilà. Alors, je suis Aïssatou Djoumo Diallo, deuxième dauphine Miss Guinée 2023, comme elle l'a dit ma tata. Et Miss Global Guinée 2023, Miss Global Afrique 2023 également. Et je suis étudiante en dernière année de licence en droit des affaires dans une université privée. À part ça, je suis activiste droit de l'homme. J'ai ma fondation humanitaire dénommée ADD Foundation et entrepreneur. Entrepreneur. Beaucoup de chapeaux, beaucoup de casquettes. Et nous allons commencer par Miss Guinée. Il faut rappeler que tu es la première personne atteinte d'albinisme à participer à un concours d'envergure nationale à travers le monde. Tout à fait. Voilà, donc c'est à féliciter. Et dis-moi un peu, comment est-ce que tu as décidé, pourquoi est-ce que tu as décidé de participer au concours Miss Guinée 2023? Parce qu'à la base, tu avais été élue Miss Albino, n'est-ce pas? Voilà, donc qu'est-ce qui t'a poussé à participer à Miss Guinée 2023? D'accord. Alors, moi au départ, parce que je ne le cache pas, je le dis toujours, quand j'étais toute petite jusqu'à l'adolescence, moi je ne me voyais pas Miss, c'était pas mon truc. Déjà, on avait une image de la Miss, ça doit être une femme un peu fine, là, qui sait un peu faire ses manières. Bref, c'était pas vraiment mon truc. Donc, mais après, en 2019, on m'a parlé du projet Albi Beauty, donc Miss Albinos. Et j'ai adhéré. Au départ, j'étais dans l'équipe d'organisation. J'étais là pour un peu aider parce que voilà, c'était un peu pour briser le mythe sur l'albinisme. Les stéréotypes. Voilà, vraiment booster la confiance des filles atteintes d'albinisme, leur dire qu'elles sont belles, qu'elles aussi peuvent participer à des concours de beauté. Mais pour un départ, on ne pouvait pas directement les mettre, enfin les confronter dans les concours de beauté avec des normes habituelles. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une compétition spécifique à ça. Donc j'ai accepté de participer en fin de compte. Pas vraiment pour être Miss, mais pour moi, c'était un combat. Je suis activiste droit de l'homme, donc c'était ma façon à moi de porter la voix des personnes atteintes. Pour dire, faites comme moi. Tu n'es pas juste restée dans les paroles, tu es passée à l'acte. Exactement, vous pouvez le faire. C'est ça. Mais après, quand la compétition est passée, moi, on m'appelait Miss Albinos. Bah, peut-être que ça paraît un peu plus normal, mais je me suis dit, attendez, à chaque fois qu'on me voyait, faut faire Miss Naya, bref, c'est la Miss des albinos. Donc je me suis dit, ok, ça fait un plus chez les personnes atteintes d'albinisme parce qu'elles savent qu'elles le peuvent, mais chez les autres, ils se disent que je ne peux être Miss que
parmi les albinos. Exactement. Et donc, c'est très important ce que tu viens de dire. Et je vais te laisser finir parce que je t'ai posé la question de comment tu es arrivé à participer à Miss Guinée. Oui, c'est une longue 2023. histoire. Hein. Voilà. Et donc, je vais rebondir. Je fais partie de l'histoire. Donc, je te laisse d'abord la raconter. Vas-y. Alors, c'était ça. Donc, je me suis dit, OK, l'aventure ne s'arrête pas là. Miss Albino, ça ne concernait que les personnes atteintes d'albinisme, mais le combat pour les personnes atteintes d'albinisme va au-delà de ces personnes elles-mêmes. Donc, il faut foncer vers une autre compétition où la voix va porter encore plus fort. Donc, l'objectif, c'était déjà de participer à Miss Guinée depuis 2019. Sauf que cette année-là, j'ai été élue en juin, enfin Miss Albinos en juin, et Miss Guinée s'est fait vers décembre. Donc, je ne pouvais pas être dans les préparatifs en même temps avec l'autre mandat qui commençait. Du coup, je me suis dit, la prochaine édition Miss Guinée, en 2020, je serai là. Sauf qu'en 2020, il n'y en a plus eu, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est maintenant, dès que la prochaine édition est venue, bah... Et justement, et c'est ce que je tiens à rappeler, comme on dit, chaque parole à son jour, il n'y a rien qui t'empêchait ou qui empêchait une personne atteinte d'albinisme de participer à Miss Guinée. Absolument. Donc, quand nous nous sommes arrivés, parce que moi, j'ai fait partie du comité d'organisation 2023 sous la présidence de Aminata Diallo, qui organise la prochaine édition, on ne s'est jamais dit que on ne peut pas avoir d'albinos dans le concours. C'est jamais passé par notre tête. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait les présélections. On s'est dit, OK, on va mettre Miss Albino parce que quand même, ça a été un concours national. C'est-à-dire, c'était sur toute l'étendue du territoire. Donc, on a dit Miss Albino, celle qui a gagné la couronne, est au même pied d'égalité que Miss Guinée France, Miss Guinée Sénégal, parce que c'était des concours d'envergure nationale. Exactement. Quand tu prends par exemple Miss Boro, Miss Université, c'est pas la même chose. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Parce que Miss Boro, c'est un concours très spécifique. Miss Université aussi, c'est pour celles qui sont à l'université. Mais Miss Albino, c'était une compétition nationale sur toute l'étendue du territoire. Et donc, on s'est dit que ta couronne te met au même pied d'égalité que les autres Miss qui avaient eu des couronnes sur ce genre de compétition. Donc, on était étonnés de la réaction des gens lorsqu'on t'a annoncé, parce qu'on t'a gardé pour la fin. Et on s'est dit aussi que c'est la première fois qu'on verra une personne atteinte d'albinisme participer à un concours de beauté d'envergure nationale, malgré le fait que ce n'est pas interdit quelque part. Et ça ne devait pas passer inaperçu, en fait. Exactement. On savait que ça n'allait pas passer inaperçu. Mais on ne s'attendait pas aux commentaires et aux réactions virulentes de la part de certains internautes. Oui. Comment est-ce que... D'abord, première question. T'attendais-tu à ce que les gens aient cette première réaction, parce que ça, c'était le tout début. T'attendais-tu à cette réaction de la part des gens? Oui. Sérieusement? Oui. I guess nous, on est naïfs, hein, parce que Diami et moi, la présidente du comité, on se dit, mais c'est pas possible. Mais les gens ne peuvent pas réagir comme ça. Quand j'ai parlé avec Monsieur Koné, il m'a dit qu'il allait faire le communiqué, que le communiqué allait sortir demain. Je lui ai dit, mais Monsieur Koné, vous savez que ça va vraiment réagir, ça va chauffer sur nous. Vous savez ce qu'il m'a dit? Bah, ma chérie, bienvenue dans la galère. Et donc, carrément. Non, mais non. Dans cette histoire de Miss Guinée, j'ai été choquée par plusieurs choses. Hein. Et la réaction des internautes vis-à-vis de ton inclusion dans la compétition m'a beaucoup choquée. Parce que d'abord, le thème, c'était l'autonomisation de la femme. Oui. Quand on parle d'autonomisation de la femme, on parle d'une autonomisation inclusive. Est-ce que tu as... Et j'ai entendu, oui, pourquoi on ne fait pas Miss Bafata? Pourquoi on ne prend pas Miss Bafata? Pourquoi on ne prend pas... Au nom de l'inclusion, nous, les mamans aussi, on veut être Miss... Non, mais ça... Et comment tu as vécu cela? Ça... Au départ, je me disais, bah, c'est très bien, ça te fera un bon coup de com', mais après... c'est parce que ça a vraiment joué sur mon mental à un moment. Ouais. Je me dis, mais attendez...
ces gens-là, c'est vrai qu'ils parlent de moi et tout, mais quand il s'agira de faire des challenges ou de faire des votes, bah, ils vont pas te soutenir en fait. C'est des gens qui sont là pour vendre une mauvaise image de toi. À un moment, parce que moi en fait, c'était allé même au-delà des réseaux sociaux, même dans mon quartier, il y avait carrément des fans clubs d'autres Miss dans mon quartier là-bas, et quand on me voyait passer, ça clash, on me traitait carrément de voleuse. Carrément. À un moment, je n'osais plus sortir en fait. J'ai même failli quitter, non, mais je me dis, ok, je vais jusqu'à la fin de la compétition, bah, je vais quitter ce quartier pour le moment. Wow. Mais heureusement qu'il y a eu le comité qui était là et tout, on me dit, bah, c'est comme ça. Ces gens-là qui sont en train de parler, c'est pas vraiment qu'ils ont un problème avec toi, c'est juste que bah, ils ont leur miss à eux et ils se sentent vraiment menacés. Ouais. J'ai préféré prendre ça comme ça. Ouais. Non, franchement, j'ai été choquée. Mais après, il y a eu le revers. Et, oh, maintenant, on chante. Tu sais, j'ai l'impression quand même, j'ai l'impression que les gens ont une mémoire très courte. C'est-à-dire, et ça me faisait rire, les mêmes personnes qui t'ont chargé, qui nous ont insultés, c'était les mêmes personnes là maintenant qui te défendent mordicus. Tout à fait. Donc, comment est-ce que tu as vécu ce revirement, ce rebondissement? Mais moi, en fait, c'était même pas sur les réseaux parce qu'à un moment, je lisais même plus. C'est mes contacts dans ma famille. Les mêmes personnes qui me disaient au début, tu sais quoi, ce comité veut juste t'utiliser, ils veulent se faire passer pour un comité inclusif, ils se servent de toi comme ci, comme ça, tu vas jamais gagner, c'est pas la peine, n'y va pas. Ce sont ces mêmes personnes qui revenaient. Oh, félicitations, je suis trop fière de t'avoir. Je suis trop... C'était... Mais franchement, on a triché, tu méritais mieux, tout le monde a vu. Oui, Carrément les mêmes personnes. Non, mais c'est pas des commentaires, hein. C'était carrément des appels que je reçois, des gens que je connais. Et jusque-là, ce sont les mêmes personnes aussi qui me suivent. Ah, comment ça se passe le mandat? Ah, franchement, l'année prochaine, tu reviens? Comment? mais non, comme pour te dire que c'est quand même extraordinaire leur capacité à pouvoir renverser leur veste. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, tu es dans la compétition. Comment tu as vécu cette compétition? Mais au fait, ils ont pris ça tellement à cœur que même sur les challenges, on n'avait rien à voir avec... C'est-à-dire, en tant que comité d'organisation, vous étiez sur le même pied d'égalité pour nous. Pour nous. Moi, j'avais même pas de préféré. Je n'ai jamais eu de préféré. Moi, je vous suivais. Quand je vois quelque chose qui ne marche pas, je vous appelle, je tape. Non, tu peux pas faire ça. Ta. Parce qu'à la fin de la journée, pour moi d'abord, le fait que vous avez participé vous met au-dessus de toutes les autres. C'est vrai. C'est facile de s'asseoir derrière un clavier et critiquer. Mais c'est difficile ce que vous avez fait, de se lever et de monter sur un podium et d'accepter de se faire critiquer, de se faire harceler, de prendre tous ces coups. C'est ça le vrai courage. Donc pour moi, vous étiez toutes des gagnantes par le simple fait que vous avez participé à une compétition qu'on sait n'a pas été facile parce qu'on a été très, très, très dur avec vous parce qu'on cherchait à changer toute cette connotation négative qui était associée avec l'image de Miss Guinée. Oui. Et donc, tu gagnes des challenges, c'est la grande soirée et tu es placé sur le podium. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? Et t'attendais-tu à être parmi les top 3? Je vois que là, tu es un peu... Mais bien évidemment, on ne compétit pas pour perdre. Toutes les candidates se disaient, bah ouais, c'est moi. Il n'y a pas much, c'est moi. Je vais donner le meilleur de moi et ça sera moi. On avait toutes le même esprit. C'est pourquoi à un moment, ça a vraiment chauffé entre nous, dans les préparatifs, les challenges. Il y a beaucoup de moments où, voilà, tu regardes les autres, tu doutes de toi, tu te dis, est-ce que je peux? Il y a beaucoup de moments où c'est des nuits de larmes, mais après, le matin, tu te réveilles, tu as le même objectif et tu décides de te donner à fond. C'est une aventure que j'ai décidé de commencer. J'avais un lourd défi là parce que déjà, dès le départ, vu tout ce qui a été fait, donc j'avais le devoir même de renverser la donne parce que je me suis dit, ok, ils ont dit ceci, moi je vais leur prouver qu'ils ont tort. C'était d'abord ça l'objectif principal. Moi, je me disais, tu peux être Miss Guinée.
Mais si jamais j'étais pas Miss Guinée, ça veut pas dire que tu as perdu, parce que tu étais là-bas, parce que tu as un message à passer. Et le simple fait de participer à la compétition passe déjà le message. Donc moi je me disais, voilà, c'est de faire surtout en sorte de passer le bon message. Donc donne-toi à fond, donne le meilleur de toi-même, et le reste, ce ne sont que des détails en fait. Exactement. Et étant sur ce podium, tu as brisé des barrières et tu as ouvert des portes pour tant d'autres. Comment te sens-tu dans ce rôle d'ambassadrice pour une cause aussi importante? Oui, au départ, puisque c'était juste avec Miss Albinos et les ONG, c'était beaucoup plus facile. Et j'avoue qu'en venant au Miss Guinée, je ne pouvais pas m'imaginer que c'était ça, que ça allait être comme ça. Moi, dans ma tête, bah, c'est une compétition, ça passe, bah, c'est passé quoi. Mais en fait, c'est encore plus lourd que ça. C'est une grande responsabilité qui n'est du tout pas facile à endosser parce que tu changes carrément, tu n'es plus la même personne, tu fais plus les mêmes choses. C'est ce qu'il y a au fond de toi-même qui change en fait, ta façon d'être, ta façon de faire. Tu deviens une personnalité carrément. Et j'avoue que personnellement, pour ma part, ça m'a fait un gros choc parce que ça a été quand même une grande rupture. Ouais. Une très grande rupture. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus dans toute cette histoire? Je m'explique. Ok. Aujourd'hui, tu es une personnalité publique parce que j'ai eu à échanger avec Saran, Miss Guinée, dans cela. Est-ce que tu t'attendais au poids d'être une personnalité publique, c'est-à-dire le poids que cela représente? Pour être franche, non. Voilà. Non. Ça, je n'en avais aucune idée. Ne pas pouvoir partir partout, ne pas pouvoir dire n'importe quoi. Tu es toujours là, tu dois veiller sur toi, sur ce que tu dis, sur ton image, sur les gens que tu fréquentes, sur ce que tu vas faire. Après, c'est comme si tu n'étais pas vraiment libre en fait. Et c'est ça. Moi, je savais que quand tu es dans le top 3, c'est vrai qu'il y a des choses que tu allais être amené à faire. Tu allais faire des activités pour vraiment animer ton mandat. Mais je ne savais pas qu'il y avait des restrictions carrément sur toi-même. Absolument. Même, carrément sur tu représentes toute une nation. Tu ne t'appartiens plus. Et c'est ça aussi, les gens ont souvent tendance à oublier les devoirs des personnalités publiques envers ce public justement. Ils voient le côté la célébrité, ils voient le côté des projecteurs, tout ce qui est glamour. Mais il y a l'autre revers, là où le travail qui doit être mis derrière, le comportement qui doit aller avec moi. Et ça m'a pris du temps. Je ne réponds pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux aux provocations. Sinon, avant, mon premier instinct, c'était tu parles, je parle. Tout le monde me connaît. Mais avec une certaine position, tu es obligé de te faire violence. Et donc, toi, est-ce qu'il y a eu, depuis que tu es deuxième dauphine de Miss Guinée, est-ce que tu as eu des cas spécifiques là où tu t'es dit « Ah, si j'étais pas deuxième dauphine de Miss Guinée, vous alliez m'entendre. » Est-ce que tu as eu des cas spécifiques comme ça? Parce que des fois, tu en as jusque-là. Oui. Partage. Ça, c'est quand j'étais à Miss Global. D'accord. Au Vietnam. Oui. Et félicitations, oui, on va parler de Miss Global, mais vas-y, oui, partage ton anecdote. Oui, à un moment, Miss Global, vous savez, Miss Guinée, c'était en novembre, et Miss Global, ça a été en janvier, donc ça m'a carrément fait qu'un mois et demi de préparation. C'était vraiment très hard, parce que je commençais déjà le début d'un mandat et que je devais préparer une autre compétition. Tout à fait. Donc, franchement, seul le comité et moi savons par quoi on a dû passer pour vraiment mettre le paquet pour être là-bas. Et une fois arrivé là-bas, je ne comprenais pas comment les gens faisaient pour s'attaquer à eux-mêmes, parce que c'est quand même la Guinée qui était partie. S'attaquer à moi, c'était s'attaquer à eux-mêmes. C'est important que tu dises ça. S'attaquer à toi, c'était s'attaquer à la Guinée. Absolument, parce que tu représentais la Guinée à cette compétition. Absolument, je ne comprenais pas. Ça critiquait de partout. « Ah, mais change ta coiffure maintenant. Oh, mais pourquoi il a pris cette robe? Ah, mais ses chaussures, ils ont... » Déjà, tu es dans une compétition où il y a plus de 100 pays représentés, où vous n'avez même pas le temps, en fait. Des compétitions où vous sortez à 7h du matin, vous vous réveillez à 5h et puis vous rentrez vers 23h, minuit. C'est à quel moment toi tu as le temps
de t'asseoir pour faire une coiffure. Après ça, les critiques là, je me suis dit, ok, ça va, ça passe. Je regarde pas les réactions des gens et tout. Mais après, moi, je suis allée, j'ai eu un accident là-bas. Oui, on a suivi ça sur les réseaux sociaux, effectivement. Je me suis foulé la cheville sur mes talons de 2 mètres. Et c'était quelque chose, tout le monde, c'était à la veille des préliminaires. Tout le monde était inquiet là-bas. On se disait, ouais, pour moi, c'est mort. Les organisateurs même ne voulaient même plus que je participe à la compétition. Mais moi, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas faire tout ce chemin-là. Et tu as une obligation envers ce peuple. Je peux pas. De les représenter à leur juste valeur. Je suis allée, on a fait l'IRLM. Le médecin, il dit, bah, écoutez, vous devez relaxer votre pied, vous devez être en convalescence pendant 3 semaines, il ne faut pas mettre ce pied à terre. On m'a donné des béquilles et un fauteuil roulant. Je lui ai dit, ok, puisque j'étais seule avec une seule personne à l'hôpital, une seule personne du comité, j'ai négocié avec la dame, je lui dis, bon, écoute, ce qu'on t'a dit là, il ne faut pas dire ça aux organisateurs. Ouais, sinon ils n'allaient pas te laisser compétir. Non, pas du tout. Oui, non, parce qu'ils n'allaient pas prendre cette responsabilité. Justement. Et le jour des préliminaires, le monsieur me dit, can you walk? J'ai dit, yes, I can. Il me dit, walk. J'ai marché. Il dit, reviens. Je suis revenue, repars. Je suis repartie. Sur les talons. Et ça faisait hyper... Et j'étais là comme ça. Avec le sourire. Il fallait pas qu'il voie sur ton visage que tu avais parce mal. Que sinon, c'était mort. Il m'aurait pas laissé défiler. Après, à un moment, il était tellement inquiet. Il dit à celle qui était devant moi, c'était Miss Greece, enfin la Grèce. Il lui dit, veille sur elle, sur scène, s'il te plaît. La fille se retourne. Mais monsieur, comment je fais? Elle est derrière moi. Non, juste au cas où. Et un instinct sur elle derrière. Mais ils étaient tellement inquiets. Et à chaque fois, c'est pour ça qu'on m'a épargné les chorégraphies de groupe. Moi, je suis juste sortie lorsque je devais sortir seule parce qu'il fallait que je sois sur scène. Mais après, à chaque fois que je sortais, tout le monde m'acclamait. Guinness! Non, mais tout le monde connaissait Guinness. Ils étaient tous contents. Pendant ce temps-là, il y avait Guinée ici, là, les vrais Guinéens, en train de charger sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi tu n'es pas tout le temps là quand les autres sont là? Pourquoi tu as cette mine? Pourquoi ton sourire? Mais en fait, il sillonnait sur tous les détails. Ouais. Moi, à un moment, j'ai dit au comité, je dis, ok, c'est bon. La compétition, je vais la terminer, mais c'est fini. Je ne vais plus rien faire sur les réseaux. Plus de photos, plus de vidéos. Enfin, côté com, je disparais. Je dis parce que je ne vais pas continuer à supporter, voir ce qu'ils sont en train de dire et de sur quoi me taire. Mais on me dit, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ce n'est que le début. Tu as une responsabilité. C'est pas à cause de ces internautes-là que tu vas briser ce que tu es censé faire là-bas. Il faut que tu communiques. C'est la Guinée. C'est comme ça. Ça doit glisser, en fait. Mais je me suis dit, bah, c'est une épreuve. C'est comme ça qu'on apprend à devenir quelqu'un de grand. C'est comme ça qu'on se forge. C'est comme ça, comme je te dis, moi, à mes débuts, 1, 2, 3, je réagissais. 2, 4, 6. Mais aujourd'hui, franchement... ça glisse sur le vernis de mon indifférence. Les gens pensent que quand une personne est connue, c'est plus une personne. Tu peux lui dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu es là, tu critiques, tu sais pas ce que la personne, elle vit réellement. Tu te dis, bah, elle doit faire ci, elle doit faire ça, et puis c'est tout. Mais en fait, quand tu es de l'autre côté, tu peux pas comprendre. Mais tu sais, au fait aussi, Diomo, critiquer en soi n'est pas mauvais quand ce sont des critiques constructives. Justement. C'est l'harcèlement. C'est l'acharnement, c'est les insultes, c'est les injures, c'est ça qui représente un problème. Sinon, critiquer pour que tu t'améliores, mais on est tous partants pour cela. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais c'est ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. Et qui... Mais après, dans le domaine de Miss, c'est vrai, on comprend, les Guinéens, ils ne savent pas trop réellement c'est quoi le rôle d'une Miss, c'est quoi réel. Donc, ils sont prêts à... ils bondissent juste dessus, juste comme ça. Et je pense que même ça, c'était le défi de Miss Guinée. Exactement. Et on voyait souvent des choses, lorsqu'on a parlé de Miss Entrepreneurship, on a vu les commentaires, les critiques, mais à la fin de la journée, et c'était ça l'objectif, la compétition Miss Guinée, c'est plus qu'une compétition de beauté. La femme guinéenne est belle, tout le monde le sait, on le sait à travers Mons et vous, mais la femme guinéenne est aussi intelligente. La femme guinéenne est aussi dégourdie. La femme guinéenne est aussi éloquente. Et la femme guinéenne sait s'exprimer, défendre ses idées. Et la femme guinéenne est brave et courageuse. Et Miss Guinée est une plateforme à travers laquelle nous devons valoriser cette femme guinéenne.
Et voilà, et franchement, vous nous avez permis de faire ça parce que vous vous êtes donné corps et âme à cette compétition. Et on ne peut que vous dire merci parce qu'à travers vous, on a su montrer que oui, on peut le faire. On peut le faire s'il y a le soutien, s'il y a les moyens nécessaires, on peut le faire. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas être à la hauteur, même dépasser la Côte d'Ivoire. C'est une question de moyens, c'est une question de soutien et surtout c'est une question d'organisation. Donc quand au niveau de l'organisation, tu as déjà cette vision et le soutien vient derrière, c'est facile de le faire. Voilà. On espère que les candidates de cette année feront mieux. Hein. Ah, elles vous ont vu, hein. Elles vous ont vu. Elles ont du pain sur la planche. Vous avez mis la barre très haute. Vous avez mis la barre très haute. Et donc, tu reviens avec un titre de cette compétition. Oui. Parle-nous un peu. Qu'est-ce que ce titre représente? Tu es parti là-bas, tu t'es blessé. tu as su surmonter beaucoup d'obstacles, non seulement pour participer à la compétition et pour arriver au niveau auquel tu es arrivé. Et donc, tu reviens avec ce titre. Tu n'es pas revenu les bras vides en Guinée. Alors, Miss Global Afrique, à Miss Global, il y avait au moins 8 pays africains, 3 d'Afrique de l'Ouest. Donc après, il y a eu plusieurs titres qu'ils ont donnés. Il y avait 13 titres au total. Et c'est la première fois qu'ils mettent la catégorie Miss Global Afrique. Parce qu'eux, ils ne le font vraiment pas par continent, en fait. C'est le top 5 avec les autres prix. Mais vu déjà toute l'influence en matière de communication et de prestations que la Guinée a apporté là-bas, déjà que c'était sa première participation, nous avons apporté au moins 3% de visibilité à leur compétition, c'est eux qui l'ont dit. Et à travers les votes aussi, il y a eu assez de votes, il y a eu beaucoup de mobilisation de notre part. Donc c'est ce qui nous a hissé dans le top 10. Après, il y avait cette prestation remarquable-là parce que Guinée quand même avait toutes les raisons de ne pas défiler. Mais elle y est allée parce que c'est aussi ça, la femme guinéenne. Le courage face à l'adversité. Voilà. Exactement. Donc, ils se sont dit, non mais ça ne peut pas passer inaperçu, ça mérite quelque chose. On n'a pas l'habitude de décerner ce prix, mais cette année, exceptionnellement, nous le ferons. Guinée aura le prix la couronne de Miss Global Afrique. Waouh. Et c'était ça. Et donc, en tant que Miss Global Afrique, quelles sont tes prérogatives? Déjà, c'est le même mandat que Miss Global Guinée et aussi deuxième dauphine Miss Guinée 2023. D'accord. Donc c'est quelque chose, je vous dis un truc, quand je suis rentrée, normalement je devais changer de titre, carrément le nom de ma page, mettre Miss Global Afrique parce que c'est quand même international. Absolument, oui. Mais il y avait une rivalité oui, c'est vrai. de compétition. Donc vraiment, je me concentre pour l'instant sur le niveau national, puisque ce mandat-ci doit finir avec, avant l'autre mandat. Absolument. Pour pas avoir à faire de chevauchement entre les deux. Pour l'instant, on se concentre sur Miss Guinée. Et donc, dis-moi, te sens-tu plus incluse aujourd'hui? Oui. Oui, tout à fait. Tu as hésité. C'est parce qu'en fait, moi, je n'ai pas eu l'impression de ne pas être incluse. Enfin, je ne pense pas comme ça. Mais je sais quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont incluses à cause de cette aventure de Miss Guinée. Je sais que ça a suscité l'intérêt de beaucoup de personnes atteintes d'albinisme sur différents secteurs qu'ils veulent faire. Ça leur a donné quand même ce petit clic-là de « Yes, I can ». Et de l'autre côté, des personnes non atteintes d'albinisme, ça leur a quand même changé, peut-être un peu, pas tout à fait, parce que le chemin est encore long, mais ça a quand même apporté sur leur mentalité, sur ce que peuvent faire les personnes atteintes d'albinisme. Parce que au fait, c'est quoi l'handicap? Il n'y a pas d'handicap. C'est juste la couleur de peau qui est différente. Et c'est comme si on dit quelqu'un est noir, quelqu'un est clair, quelqu'un est foncé, quelqu'un est marron. Je ne vois pas l'handicap, au fait. Si ce n'est pas des préjugés et c'est ancré dans la culture. Justement. La culture, l'analphabétisme aussi, et puis nos religions. C'est vraiment c'est très propre à l'Afrique, en fait. C'est très propre à l'Afrique, surtout quand on voit aussi, je me rappelle à une époque, j'avais vu un documentaire là où les albinos étaient en danger parce que
on les persécutait pour les utiliser dans des rituels, des sacrifices. C'était des choses à 2 balles. Comme tu dis, c'est vraiment l'analphabétisme. Hein. Non, c'est vrai que sur ce côté-là, en Guinée, on a beaucoup de chance. On a moins de cas de mutilation, de kidnapping. C'est pas comme en Afrique centrale là, ou en Afrique australe. Oui, Eux, là-bas, c'est encore un autre level. Parce que nous, ici, avec la présence surtout de l'islam, c'est surtout la mendicité, les sacrifices qu'on donne. C'est ce qui pèse le plus. Mais de l'autre côté, où il y a beaucoup plus d'anémisme, carrément, on les vend aux enchères. On vend les parties du corps aux enchères. Exact, j'avais vu, hein, mais c'est terrible. Alors que ce n'est pas un handicap, tu es belle, tu es intelligente, tu es éloquente, rien ne t'a empêché, ça ne t'a pas empêché d'aller à l'école, ça ne t'a pas empêché, aujourd'hui tu as un boulot, ça ne t'empêche pas de fonctionner au fait. Donc il faut vraiment, je pense, c'est pour ça que je suis tellement contente de ton parcours et de ton exemple, parce que c'est à travers des gens comme toi qu'on peut briser ces stéréotypes. Voilà, et c'est ce que moi j'ai souvent dit, je dis, mais elle n'a pas participé à Miss Guinée parce qu'elle est albinos, elle a participé à Miss Guinée parce qu'elle est guinéenne, avant tout. Ça aussi, il y a vraiment cette catégorie de gens aussi, ils se disent, oh, tu es belle. En fait, quand on te dit tu es belle, c'est-à-dire que tu as une belle peau. Du genre, si tu n'étais pas albinos, tu n'aurais pas pu être belle. Tu es intelligente. Ah, tu es intelligente parce que les albinos, ils sont intelligents. Mais c'est des stéréotypes. Carrément. Et en plus, ils croient te flatter en te disant ça. Tu dois en être fière, en fait. Et donc, comment est-ce que... et je vois que une des manières pour combattre ce fléau, tu as créé ta fondation. Oui. Parle-nous de la fondation. Edidi. C'est Edidi, c'est ça, hein? C'est ça, Aïssatou Djimbo Diallo. Aïssatou Djimbo Diallo. Ah, j'aime bien Edidi. Ça passe vite et c'est facile à retenir. Absolument. On a été malin sur ce coup-là. Exactement. Donc, comment t'es venue l'idée de faire la fondation et qu'est-ce que tu espères accomplir à travers cette fondation? Alors, moi de base, avant même les trucs de mise, j'étais dans des ONG de défense des droits de l'homme. Sauf que les ONG, c'est spécifique en fait. Vous avez une seule ligne et vous ne pouvez pas sortir de là. Donc moi, même avec Miss Albinos, on avait voulu mettre en place une fondation à l'époque, mais on n'a pas pu pour plusieurs raisons. Donc j'ai dû mettre ça en attente et quand Miss Guinée est venue, je me suis dit, waouh, c'est l'occasion rêvée cette fois-ci, tu peux. Tu peux encore parce qu'à travers la fondation, vous pouvez mobiliser beaucoup plus de fonds, pas comme dans l'informel, absolument. Pas comme, voilà, pour vraiment la cause des personnes atteintes d'albinisme. Et puis je me dis, aujourd'hui, tu as une grande visibilité. Et une grande plateforme. Exactement, tu peux te servir de ça pour mettre quelque chose en place, une structure pour faire bénéficier d'autres personnes des avantages dont ils méritent. Donc c'est un peu ça, la fondation, c'est pour les enfants en général, mais surtout les enfants des couches vulnérables. C'est pas que... Il faut préciser, ça allait être ma prochaine question, c'est pas que pour ceux qui sont... Parce que j'avais lu les personnes, les enfants vulnérables. Et il y a plein d'enfants vulnérables. Parce que c'est important que toi aussi, tu ne fasses pas cette distinction. Justement. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est la fondation Aïssatou Djimbo Diallo pour toutes ces personnes issues des couches vulnérables, qui viennent de tous bords, de tout genre et de toutes couleurs. Ok, c'est important parce qu'il y a des gens aussi qui vont juste penser que, oh non, c'est la fondation juste pour lutter contre l'albinisme. Non, si c'était ça, j'aurais pu rester dans l'ONG. Lutter pour, voilà. Non, c'est beaucoup plus élargi en fait. Donc là, on essaie de mettre... Puis, l'avantage avec ça, c'est que la fondation, c'est pas que pour le mandat, c'est quelque chose qui va... Ça va au-delà. Voilà, c'est périn. Ça va au-delà de ça. Absolument, justement. Exactement. Ton mandat finira, mais la fondation reste là. Et donc, sur les réseaux sociaux, on a vu des tiraillements entre certaines personnes qui voulaient, si tu veux, tirer ta célébrité, genre, pour promouvoir leurs actions à eux. Oh. Voilà, donc comment t'as vu tout ça? Parce que avant Miss Guinée, est-ce que tu avais vraiment cette plateforme? C'est une question que je pose, hein? Je ne prétends pas le savoir, donc c'est pour ça la question est légitime. Est-ce que tu avais cette plateforme là où tu pouvais vraiment avoir un impact comme l'impact que tu as aujourd'hui?
Non, pas comme l'impact que j'ai aujourd'hui, mais j'avais ma toute petite communauté. Tout à Et c'est fait. d'ailleurs grâce à elle que je suis venue à Miss Guinée. C'est Absolument. grâce à elle parce qu'il y a beaucoup de personnes atteintes d'albinisme en Guinée. Il y a une autre édition Miss Albinos qui vient. Mais si Miss Guinée s'est dit, bah, c'est Aïssatou, elle est Miss Albinos, c'est parce qu'en fait, il y avait déjà Tout un engouement derrière. voilà. Mais c'est Absolument. vrai qu'avec Miss Guinée, ça a beaucoup augmenté parce que maintenant, c'est d'une envergure vraiment internationale même, Ouais. carrément. Ah non, c'est une envers. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé de partout pour dire, mais bravo, la Guinée est le premier pays à avoir une personne atteinte d'albinisme participer à un concours. Pourtant, et aujourd'hui, ça a créé cette conversation parce que ce n'est pas interdit. C'est pas écrit que parce que tu es albino, tu ne peux pas participer à un concours de beauté. Ce n'est pas, c'est pas interdit. Il n'y a jamais eu cette ségrégation. Exactement. Et tu verras. Et moi, je suis fière de nous, hein, la Guinée. Soyez fiers de nous. Soyez fiers de vous-même. Parce que quand je dis je suis fière de nous, je suis fière de la Guinée. Nous sommes les premiers à le faire. Et maintenant, vous allez voir dans les autres compétitions, vous allez voir dans les autres pays, vous allez voir plus de personnes qui ressemblent à Jumo, qui participeront à ces compétitions. Mais nous l'avons fait en premier. Donc, la Guinée, ça, c'est un drapeau. Ça, c'est un flambeau qu'on doit vraiment porter. Et on profite de l'occasion aussi pour remercier la Première Dame qui nous a soutenus, qui nous a vraiment accompagnés parce qu'avec tout ce qui se disait sur les réseaux, tout ce qu'elle elle est restée derrière nous et elle a cru au projet de Miss Guinée. Et vraiment, on doit profiter de l'occasion pour la remercier. La grande marraine. À la grande marraine, absolument. Et donc, Dumo, avant de passer aux appels, juste une question maintenant. Comment tu fais ton tri des choses auxquelles tu vas participer? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut Dumont. Ça se bat sur les réseaux, ça réclame Dumont, ça tiraille. Dumont même vient, elle dit, vous utilisez mon nom, mon image, je ne suis pas au courant, je ne suis pas informée. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour trier? Parce que tu sais ce qu'on dit, hein? Youssoufa l'a si bien dit. Ouais, c'était Youssoufa. Il dit, la défaite est orpheline, mais la victoire a 1000 pères. C'est ça. Voilà, donc comment... C'est vraiment ça. Voilà, exactement. Donc comment tu arrives à faire ce choix? Comment tu arrives à faire la part des choses? Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'offres qui viennent de partout. Mais après, elles ne rentrent pas toutes dans mes objectifs. Elles ne vont pas toutes dans ma ligne directrice. Et en plus, elles ne sont pas toutes bénéfiques pour moi. Et donc, avec le comité, bien sûr, parce que voilà, il y a quand même leur appui, on essaie de trier, voir les meilleures opportunités qui collent le plus à mes objectifs et surtout qui pourraient ne pas nuire à mon image. Absolument. Et donc, maintenant, nous allons donner la parole aux auditeurs. On va les écouter et après, on reviendra pour ta réaction. On lance les appels. Appelez. Allô? Allô, bonjour. Bonjour madame, Vous allez bien? ça va, Dieu merci et vous? Bien, merci. Votre nom et vous appelez d'où? Moi, je me nomme Toura Lucien dans la vie, je vous appelle de Dubrega. D'accord. Monsieur Alcen, Oui. avez-vous un commentaire, une question ou un partage d'expérience par rapport au sujet? La première des choses, j'ai commencé par un commentaire. D'accord, allez-y. Voilà, histoire de ramener certaines personnes à la raison, vu qu'ils ont un œil un peu négatif envers ces personnes qui souffrent de l'albinisme, qui est ici dû à une absence de pigmentation mélamine sur les cheveux, la peau et les yeux, qui aussi varie souvent en fonction, parce qu'il y a différents types aussi. Donc l'histoire est d'interpeller ces personnes, d'essayer de voir une qualité en ces personnes et non un handicap, et à vraiment adhérer à la société, de donner leur chance pour qu'ils puissent vraiment s'enlever cette embûche de la tête. Et ma question pour notre invité du soir est de savoir comment elle a réussi à faire de cet handicap un de plus sur sa propre personne. Merci beaucoup.
Ok, merci déjà à lui pour son petit commentaire. Ça se voit que bah, il s'y connaît un tout petit peu. C'est quand même à féliciter, c'est très très rare. Et pour revenir à sa question, je dirais que c'est pas vraiment un handicap. C'est une condition physique qu'on vit comme toute autre condition physique d'ailleurs. Exactement. Donc on n'a pas à utiliser, donc il n'y a pas question où on utilise un handicap comme une force, parce qu'il n'y a même pas de handicap. On s'est juste dit que c'est une particularité et qui peut servir d'opportunité, parce qu'il y a un côté où il y a de grandes occasions d'aide, et un autre côté où il y a un gros boulot à faire, un gros travail à faire, il y a un mythe à lever. Donc on se dit que, puisque moi j'ai eu la chance de faire l'école, j'ai eu la chance d'avoir ma petite communauté à moi, donc je peux servir de pont entre les deux pour vraiment lever le voile sur l'albinisme. Donc je n'ai pas utilisé, enfin je n'ai pas transformé un handicap en force. J'ai utilisé ma particularité comme une opportunité. Et j'adore ça. Et c'est comme ça qu'on change la narrative. Tu as utilisé ta particularité comme une opportunité. Oui. Absolument. C'est très, 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 très profond ce que tu viens de dire. Nous allons passer à l'appel prochain, appel. Au deuxième appel. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Votre nom et vous appelez d'où? Je m'appelle Doualamo David. Je vous appelle depuis Samponiaga. D'accord. Donc, avez-vous un commentaire, une question ou un partage d'expérience par rapport au sujet ou à notre invité? Oui, j'ai quelques questions à poser par rapport à l'albinisme. Alors, la Guinée, nous savons que c'est l'un des pays au monde à voter une loi visant à protéger et à intégrer les personnes atteintes d'albinisme. Mais malgré tout, la stigmatisation demeure incessante. Je veux savoir quelle autre stratégie particulière devrait être envisagée pour lutter contre cette stigmatisation. D'accord. La deuxième question, puisque la vulnérabilité est aussi mentale, quelles sont les actions à mener auprès de ces personnes atteintes par l'albinisme pour qu'elles changent de mentalité? Merci beaucoup. Merci. Donc, Dumo, sa première question tourne autour de la stigmatisation, si j'ai bien entendu. Malgré la loi qui protège les personnes atteintes d'albinisme, ils sont toujours victimes d'une certaine stigmatisation. Donc, à ton avis, comment est-ce qu'on peut changer les choses pour lutter contre cette stigmatisation? Alors, ce monsieur-là, il était sûrement là pour me coller. Hein. Et ça se voit qu'il est informé. C'est vrai que la Guinée est le seul pays au monde où il y a une loi spécifique pour les personnes atteintes d'albinisme. Mais c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les textes et la réalité. Donc, un gros problème en termes d'application de cette loi. Et donc, à ce stade-là, ce qu'il faut faire, c'est surtout élaborer des stratégies pour l'application tacite de la loi concernant les personnes atteintes d'albinisme, chose même qui est très compliquée parce que vous savez que nous sommes présentement dans une période particulière de notre pays. Donc, ce n'est pas la République. Donc, les lois de la République sont entre guillemets en stand-by. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Il faut... du côté des activistes, des ONG et même de la population, parce que ce sont eux qui sont les environnants des personnes atteintes d'albinisme, et même au niveau des personnes atteintes d'albinisme, ce qu'il faut surtout, c'est un changement de mentalité. Mais pour ce changement de mentalité-là, il faut déjà éclairer sur l'albinisme, parce qu'il faut que les gens sachent c'est quoi réellement une personne atteinte d'albinisme. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi on est hyper clair? Pourquoi on est différent physiquement des autres? Je pense qu'à partir de ce stade, il est beaucoup plus facile de changer de mentalité. Et il faut aussi avoir l'esprit de Miss Guinée partout, que ce soit dans... L'inclusion. Voilà. Et la que diversité. Ce soit dans le système privé ou public, dans tout ce que vous faites, que vous ayez l'esprit d'inclusion, que l'on soit capable de voir au-delà de ce que nous montrent nos yeux. Et ça marche même pas qu'avec les personnes atteintes d'albinisme, ça marche avec toutes les autres couches, en fait. Il faut que les gens apprennent à ne pas juger les gens à travers leur physique, en fait.
Absolument. Et je pense que pour lutter contre cette stigmatisation aussi, je pense qu'on est sur le bon chemin avec une ambassadrice comme toi. Je pense qu'il faut beaucoup de personnes comme toi qui parlent du sujet, qui éduquent. Parce qu'encore une fois, c'est pour ça, moi, j'ai créé la Fondation Yaka Camara pour l'éducation, parce que tout passe par l'éducation. Il faut juste les éduquer. Tout à fait. Voilà. Et donc, sa deuxième question portait sur la santé mentale. Oui, en tant que personne atteinte d'albinisme, face à cette, face à cette stigmatisation ou à cette exclusion dont tu as été victime dans le passé, mentalement, ça a un effet, ça a un impact sur la santé mentale. Comment tu gères cela? Oui, c'est vrai que ça m'impactait beaucoup quand j'étais beaucoup plus petite parce que quand on est enfant, bah, moi-même, je ne me connaissais pas. Je ne savais pas vraiment j'étais qui. Donc, avec non seulement les autres enfants et les gens dans la rue, à l'école, ça n'a pas vraiment été facile. Mais au fil du temps, au fur et à mesure que je grandissais, j'apprenais mieux à m'aimer, à m'accepter. Et donc, forcément, dans la tête, ça changeait. Donc, moi, il y a des moments où même quand on a un acte discriminatoire, j'ai tendance à voir ça autrement. Exactement. En fait, c'est comme si mon cerveau, il a été programmé à rejeter. Tu l'as formaté. Exact. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire avec toutes les personnes atteintes d'albinisme. Justement pour que ce soit personnel. Parce que tu peux pas t'aimer à travers quelqu'un. Tu peux pas dire que, tu dois t'aimer toi-même, justement, je suis albinos comme Jumo, j'aime bien Jumo, Jumo a réussi, ça veut dire que je vais réussir. Non. Bah, si Jumo, elle se plante, c'est-à-dire que toi aussi, ça veut dire que toi aussi, tu vas te planter. Non, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Développer ta confiance en toi, personnellement, avec toi-même, malgré... En fait, qu'on apprenne à s'aimer comme des personnes normales. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, il n'y a pas moins que les autres t'aiment. Si tu ne peux pas t'accepter, les autres... d'abord par toi-même, par le soi. Voilà, la façon dont les gens te voient, ça dépend de comment tu fais, de ce que tu dégages, en fait, de ce qu'ils voient en toi, vous voyez. Donc moi, j'ai beaucoup de fois vu des personnes qui disaient « Ah, c'est la première fois que moi je touche un albinos sans avoir peur. Moi, j'ai l'impression que tu n'es même pas albinos. » Je dis « Mais vous voyez, en fait, carrément, c'est comme si j'étais pas albinos, j'étais pas comme les autres. » Pour dire que c'est juste une question d'attitude. Ouais. Non, regardez, hein, c'est la même chose. It's the same, c'est la même chose. Il n'y a rien, c'est la même chose. Ok, on va prendre le dernier appel. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom et vous appelez d'où? Je suis Balimba Saran, j'habite à Anta. D'accord, ok. Vous avez une question ou un commentaire? Une question. Allez-y. Ok. Désolée pour la question, mais je voulais savoir si l'albinisme est un handicap, vu que les gens ont tendance à écarter les albinos. D'accord, très bien, très bonne question. Merci. Je pense que tu as répondu à ça tantôt. Je pense que on a eu à parler de ça tantôt lorsque, personnellement, on ne voit pas l'albinisme comme un handicap. Merci à mademoiselle pour sa question. On a enfin une voix féminine ici, ça fait plaisir. C'est l'inclusion. L'inclusion. Donc je pense que on a déjà eu à répondre brièvement à cette question, mais on va quand même essayer d'aller un peu plus en profondeur pour elle. Alors non, l'albinisme n'est pas un handicap, c'est une particularité génétique qui s'explique par le manque de mélanine sur la peau, les yeux et les cheveux. Voilà, en gros. Mais les gens ont tendance à dire que l'albinisme est un handicap dans la mesure où les personnes atteintes d'albinisme ont une peau extrêmement fragile et sensible aux rayons ultraviolets du soleil. C'est-à-dire que nous, personnes atteintes d'albinisme, on ne peut pas s'arrêter sous le soleil sans conséquence. Tu t'arrêtes, tu sens que ça te brûle carrément. Et si tu insistes, ça te crée des désaltérations sur le corps. Et après, tu as des effets lides, les taches noires là et les plaies. Donc, certains disent que le handicap là, c'est à ce niveau parce qu'il y a une limite. Et il y a d'autres qui disent que le handicap, c'est au niveau visuel. Parce qu'il faut savoir que la mélanine
Elle manque aussi dans les yeux. Ça veut dire que vous avez la rétine qui est tout le temps en mouvement là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes atteintes d'albinisme, c'est comme si les yeux, ça bougeait tout le temps dedans. Honnêtement, moi, je n'ai pas remarqué. Hein. Ah non. bon? Mais en fait, non, mais c'est vrai. Non, moi j'ai pas En fait, remarqué. ça dépend du type, parce qu'il y a beaucoup de types d'albinisme, justement. Il y a des personnes qui sont atteintes d'albinisme oculaire. C'est-à-dire des albinos, mais c'est que des yeux. Eux, on ne les remarque pas. Pourtant, c'est des albinos. Il y a des albinos, c'est que la peau, mais pas des yeux. Eux aussi. Mais généralement, il y a des albinos aussi qui ont les deux. Mais c'est ceux qui ont l'albinisme cutané de la peau, c'est eux généralement qu'on traite. Comme pour dire que même parmi les gens qui ont la peau noire, là, il y a des albinos, en fait. Exactement. Donc, les gens disent que le handicap, c'est au niveau visuel parce que, après, le fait que la rétine, elle n'est pas tranquille, ça joue sur la vision. Après, vous êtes myope. Donc, vous ne voyez pas bien. On se dit que c'est ça, la limite, en fait. Mais après... On le sait tous, la limite, c'est dans la tête. Les seules limites que nous avons, c'est les limites que nous nous imposons. C'est pas parce que tu es hypersensible au soleil que tu peux pas sortir sous le soleil. Quand même, il y a du soleil dehors. Mais tu mets ce qu'on appelle la protection sunscreen. Tu mets des crèmes solaires ou tu portes des vêtements protecteurs. Mais tu sais que même moi, petite anecdote, quand je suis arrivée au Texas, j'ai fait... track and field, c'est-à-dire j'ai fait de l'athlétisme au high school. Et le premier tournoi, le coach il me dit, ah Diaka, il faut mettre la crème solaire. Oui. Et Allah, je suis africaine, non? Je lui ai dit non, moi je viens de l'Afrique, moi je suis noire. Moi je ne brûle pas. Il m'a dit ok. J'ai brûlé comme une crevette. Ah, mais je te dis, mais j'ai brûlé. C'est depuis ce jour que je mets la crème solaire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même ici, je mets la crème solaire. Non, mais vous savez qu'il n'y a pas de crème solaire pour les albinos. Pour les albinos, exactement. Les crèmes solaires, c'est pour les personnes normales. Donc, exactement. Comme pour dire que tout le monde en a besoin, exactement, en fait. Absolument. Diomo, un dernier message à nos auditeurs. Ok, merci déjà pour l'invitation. Avant ton dernier message, je voulais partager cette petite anecdote avec toi. Quand tu as gagné, j'ai un ami dont la fille est atteinte d'albinisme aussi. Tellement jolie. Elle est, oh mon Dieu, elle est adorable. Et ils étaient tellement contents de te voir sur le podium de Miss Guinée. Et si tu te rappelles même, je t'avais appelé parce qu'ils voulaient te rencontrer. Parce que leur fille voulait te rencontrer. Tu es cette inspiration, tu es cette idole. Mais ça coïncidait avec ton voyage de Miss Global. Exactement. Mais ce n'est que partie remise. Mais ils étaient tellement contents parce que leur fille peut voir à travers toi cette inspiration et tu as ouvert cette porte au fait, demain, elle aussi, elle peut se... Je lui ai dit, mais ta fille est la prochaine Miss Guinée, bon, dans 15 ou 18 ans, tu vois ce que je veux dire? Mais pour te dire l'impact de ta présence sur cette plateforme. Elle s'en souviendra toute sa vie, en fait. Toute sa vie. Quand elle était petite, il y a une dame qui... Je t'ai appelé, j'ai dit, Diomo, ils veulent te rencontrer et tout. Et tu as dit oui, mais malheureusement, ça a coïncidé avec ton voyage. Donc, tu vois, c'est puissant. C'est profond. C'est profond. Ça, c'est une empreinte que tu as laissée sur cette petite fille. Donc, voilà. Dernier message à nos auditeurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'être restés jusque-là. On parlait d'albinisme, on parlait donc de moi. Je parlais de moi. C'est toujours un plaisir de partager ça. Et ce que j'aimerais quand même rajouter, c'est que ce soit en matière d'albinisme ou quoi, il faut qu'on apprenne à nous aimer entre nous et surtout à nous accepter, à éviter les préjugés. Il faut qu'on accepte de s'informer, de s'éduquer surtout sur tous les sujets sensibles qui pourraient concerner notre société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Miss Guinée, avec la Fondation, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'activités qui ont été menées. C'est vrai que le visage commence un peu à changer, le regard commence à changer sur l'albinisme, mais il reste encore beaucoup à faire parce qu'on remarque aussi la présence de ces enfants albinos dans les rues en train de mendier.
On remarque encore des albinos même qui réussissent vraiment à s'en sortir, mais qui se font quand même appeler albinos. Donc, ça existe, il y a toujours du chemin à faire. Donc, il faut vraiment qu'on s'entraide pour pouvoir améliorer les conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme, qu'on puisse faire la promotion de leurs droits, parce que ces personnes-là aussi le méritent, comme tout le monde d'ailleurs. C'est les droits humains. Absolument. Et moi, j'aimerais dire à nos auditeurs que la diversité est une force et non une faiblesse. Et chaque personne mérite d'être respectée et acceptée pour ce qu'elle est. Et ensemble, nous pouvons créer un monde plus inclusif et tolérant. Donc, merci à toi, Dumo. Merci Tata. Franchement, et acceptons de célébrer nos différences. Il faut un peu de tout pour faire un monde agréable. Et donc, c'est toujours un plaisir de te voir, une fierté pour moi. Et franchement, tu représentes tout ce qui est exceptionnel. Et tu représentes vraiment cette femme guinéenne. Je vais finir par rougir là. Vraiment, tu représentes cette femme guinéenne. Bravo et félicitations. Et nous serons toujours là. Tata est toujours là pour t'encourager et te soutenir dans toutes tes activités. Chers auditeurs, c'était Dumo, ADD, je vais t'appeler ADD, Aïssatou Dumo Diallo et deuxième dauphine Miss Guinée 2023, Miss Albi Beauty et Miss Global Africa 2023. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes inspirants. C'était votre podcast. On se dit tout avec yours truly, Diaka Kamara. À bientôt.